Jean-Daniel, vous êtes diplômé d'études supérieures, vous êtes licencié en philosophie. En 1946, vous étiez attaché au cabinet de la présidence du Conseil. Et puis, tout à coup, vous êtes dirigé vers le journalisme. Pour quelle raison? Après la présidence du Conseil? Oui, c'est ça. Oh, c'est simplement parce que je pensais pouvoir m'affirmer plus rapidement. Je pensais écrire à l'époque. Parce que ce n'était pas un véritable journalisme. Je suis rentré dans une agence très obscure, où il y avait des gens qui sont devenus depuis célèbres, Pierre Viançon, Léon Georges Picot, etc. Jean-Louis Guillot, d'ailleurs. Et puis, c'est la Société Générale de Presse, qui publiait des bulletins renéotés et anonymes. Et c'était pour moi un gagne-pain, avec l'idée que j'allais écrire pour moi, comme on disait, quand on avait cet âge. Donc votre première ambition, c'était de devenir écrivain? Oui. Ouais. Non, je ne voulais pas faire de journalisme, sauf complémentaire. Ouais. Et puis... Je voulais être un écrivain qui devienne journaliste, qui s'exprime aussi dans les journaux. Ouais. Et vous êtes plutôt devenu un journaliste qui fait des livres. Ouais. Bon, alors vous êtes directeur du Nouvel Observateur, il faut quand même le rappeler, et vous publiez aux éditions Grasset un ouvrage intitulé L'ère des ruptures. En face de vous, Jean-François Revel, qui est agrégé de philosophie. Vous avez été professeur, vous, de 1950 à 1963, donc pendant 13 ans. Vous êtes l'auteur d'une douzaine de livres, donc vous êtes un écrivain. Et vous racontez dans la préface du livre dont nous parlerons tout à l'heure que lorsqu'il y a 25 ans, le premier numéro de l'Express est paru, vous l'avez acheté comme un simple lecteur, car vous n'étiez pas journaliste à ce moment-là. Et puis aujourd'hui, vous êtes directeur de l'Express. Donc là, une évolution étonnante. Qu'est-ce qui a fait que l'écrivain et le professeur sont devenus journalistes? Vous savez, le cours des choses, parce que d'abord, jusqu'à l'âge de 32-33 ans, j'ai passé à peu près la moitié de ma vie hors de France, au Mexique, en Italie, aux États-Unis. Donc, il n'est pas question pour moi de songer, même de très loin, à devenir journaliste en France. Et pendant ces années où j'ai vécu à l'étranger, j'ai écrit un certain nombre de livres, 3 exactement, Pourquoi des philosophes, pour l'Italie, etc., que j'ai publié quand je suis rentré en France en 1957. Et c'est le fait que j'ai écrit ces livres qui a fait que des directeurs de journaux m'ont demandé des articles et que j'ai participé de plus en plus étroitement à la rédaction des journaux et à leur élaboration. C'est d'ailleurs pourquoi, vu mon itinéraire personnel, quand je vois des jeunes gens qui me disent a priori je voudrais devenir journaliste, je ne comprends pas très bien, parce que pour moi c'est un processus tout à fait insensible, et j'avoue que j'ai même hésité très longtemps à quitter l'enseignement. Pendant plusieurs années, j'ai, disons, mené de front les 2 activités. Bon, alors vous êtes là ce soir pour un ouvrage que vous avez préfacé qui s'intitule L'Express, l'aventure du vrai, qui est paru aux éditions Albin Michel, qui est un recueil d'articles importants paru durant les... C'est-à-dire, oui, c'était... On va en parler, on va en parler. Et puis, à côté de vous, Guy Hockenghem. Alors, Guy Hockenghem, qui est à Libération, et Libération a annoncé très joliment l'émission d'aujourd'hui. Je lis: sur les intellectuels journalistes, notre éminent collaborateur Guy Hockenghem, pour son livre La beauté du métis, est livré aux badernes sacrées de la presse. Jean-Daniel pour l'Obs, J.F. Revel pour l'Express et Georges Suffert du Point. Comment va-t-il s'en tirer? Comment va-t-il s'habiller? Suspense. Alors, comment va-t-il s'habiller? On sait déjà. L'autre question, on répondra tout à l'heure. Alors, mais vous êtes professeur de philosophie à l'Université de Vincennes. Non, je suis chargé de cours. Alors, bon, vous enseignez la philosophie à l'Université de Vincennes. Vous êtes écrivain et vous êtes journaliste à Libération. Est-ce que vous considérez que ce sont 3 activités intellectuellement complémentaires? Non, c'est pas complémentaire. Ce qu'il y a, c'est que de toute façon, je suis pas prof vraiment, hein. Je suis chargé de cours, ce qui est tout à fait un petit poste, je veux dire, un truc qui rapporte pas assez de fric pour gagner sa vie. Bon, je suis à Libération. À Libération, on gagne tous 2700 balles par mois, et pour moi, c'est important de gagner 2700 balles par mois, d'abord, il faut le dire. Et puis, d'autre part, il y a des choses que je peux dire dans Libération que je pourrais pas dire autrement. Toute une série de choses sur des sujets qu'on va peut-être aborder, sur les immigrés, sur les rapports avec l'enfance, etc., que je pense qu'on peut dire que dans un journal comme Libération. Oui, c'est ça, mais imaginez que vous gagnez davantage votre vie à Libération, est-ce que vous abandonneriez votre carrière professorale? J'ai pas de carrière professorale. Non, enfin, vous avez l'ambition peut-être de devenir professeur? Non, pas du tout. Pas du tout? Du tout. Vous risquez d'abandonner donc J'ai pas une carrière, je pense pas en termes de carrière, hein. Je veux dire, c'est mal barré si on commence comme ça. Parce que, bon, j'ai été chargé de cours à Vincennes, comme tous les chargés de cours de Vincennes, parce que j'étais un militant en mai 68, et je suis à Libé exactement de la même façon, pas pour faire une carrière de journaliste, hein. Bien, Georges Suffert, vous, je dirais, vous avez toujours été journaliste, il me semble, non? Non. Au départ, j'étais fonctionnaire économique. Vous étiez fonctionnaire économique. Et vous êtes passé au journalisme Parce qu'on m'a proposé de prendre Témoignage chrétien, qui était... Il y avait un peu... Enfin, on cherchait un rédacteur en chef et on me l'a proposé.
Oui. Bon, alors vous, c'est un peu l'itinéraire inverse, parce que vous êtes au Point, vous dirigez la rubrique Idées, vous êtes donc, je dirais, l'intellectuel numéro 1 du Point, et vous avez écrit des ouvrages, des essais, on se rappelle des pamphlets comme Les intellectuels en chaise longue, Le cadavre de Dieu bouge encore, et puis à 50 ans, vous publiez votre premier livre de fiction, alors que Jean Daniel, lui, son premier livre a été un roman. Pourquoi à 50 ans publiez-vous un livre de fiction? Est-ce parce que vous en avez marre du ronron des idées Peut-être parce que la politique m'emmerde. Peut-être parce que j'ai toujours eu envie d'écrire et que je me suis d'écrire réellement, quoi. C'est-à-dire pas être uniquement journaliste, et que j'ai jamais osé par une espèce de respect bizarre de la littérature, qui pour moi est une des choses les plus importantes. Et donc j'avais peur de rentrer dans ce domaine-là. Et puis à 50 ans, je me suis dit, on peut peut-être y aller, ça n'a plus d'importance. Ouais. Il n'y a pas de vraie frontière. Il n'y a pas de vraie Surtout pour les reporters. Ouais. C'est un saut de faire de l'éditorial un roman, mais pour les grands reporters. Moi j'ai fait toute ma vie du reportage. J'ai jamais senti que la frontière avec le romanesque était étanche. Ouais. Bon, alors, La Fête au Togo et autres histoires sont 7 nouvelles que vous faites paraître aux éditions Grasset. Et il m'a semblé que dénominateur commun de ces nouvelles, c'était, je dirais, la recherche, la quête de quelque chose de caché, de quelque chose parfois même qui touche à la métaphysique. Oui, mais on va pas ennuyer tout le monde avec la non, métaphysique. il faut quand même en dire 2 mots. Oui. Bah, disons qu'on peut chercher Dieu en rigolant. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Mais je crois qu'il ne faut pas ennuyer les gens avec ça parce que ça les embête. Lui, ça l'embête. Donc c'est mon affaire à moi tout seul. Oui. Alors j'essaye de raconter des histoires qui sont des histoires de personnages qui me paraissent être des espèces de saints de notre époque. Mais ça ne se voit pas. Un saint, par définition, n'a pas d'auréole sur la tête. Alors j'en ai rencontré quelques-uns, j'essaye de faire des histoires avec eux. Oui. Il y a un curieux général, par exemple, qui ressemble au général de Gaulle et qui en vérité n'est pas le général de Gaulle et qui est plein d'admiration pour... Vous l'avez inventé ou... Je dis en 2 mots, cette histoire du général, parce qu'elle est extraordinaire. Tout le monde me dit que c'est vraiment inouï d'avoir arrangé une histoire aussi fausse. Le seul embêtement, c'est qu'elle est intégralement vraie, de la première à la dernière ligne. Et qui est tout ce que je peux dire. Oh, je ne vais mieux pas dire son nom, il est mort maintenant. Ouais. Mais c'était un général tout à fait étonnant. C'était un fils du peuple. Et cette histoire de rotative qu'on envoie en Afrique et qu'on implante sur un lieu sacré et puis elle ne marche pas, on envoie des ingénieurs, les ingénieurs disent non, elle marche, tout va bien, le circuit électrique est parfait, ça ne marche pas. Je vais avoir l'air d'un ballot parce que on croit que j'ai de l'imagination, mais elle est vraie la rotative. Oui, alors qu'est-ce qui s'est passé? Pour la faire marcher, finalement? Eh bien, on a tué un poulet, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? On a tué un poulet pour... Et on a arrosé de sang de poulet. C'est du reportage, c'est ce que vous dites. C'est du reportage, alors j'ai arrangé 2 ou 3 petites choses pour que ça ait l'air de la fiction, mais finalement... en ce moment, je suis à Londres, là, je ne suis pas ici, je viens d'arriver, je repars demain matin à 8h, parce qu'il y a des élections en Angleterre. Mais depuis 3 jours, j'ai 4 nouvelles que je ramasse, dont je ne pourrais rien faire. Comment voulez-vous les mettre dans des articles? C'est tellement inouï. J'ai demandé, tenez, en une phrase, j'ai demandé au chauffeur de m'emmener à un endroit qui soit à Londres, relativement pauvre, mais pas trop, dans lequel je trouve la basse classe moyenne, que je vois comment sont faites les maisons, etc. Et il m'a emmené à un endroit, il m'a promis que c'était absolument merveilleux. Et à la fin, il a arrêté la voiture et il m'a dit, excusez-moi, je vais me laver les mains. Il était chez lui, c'est tout. Elle est faite, la nouvelle. De temps en temps, c'est un peu vous aussi, les personnages. Parce que vous dites, à l'époque, je ne hurlais déjà plus avec les loups, mais je sifflais encore avec les serins. C'est pas vous, c'est un personnage qui dit ça. Douce mélodie de la sottise, les mots-clés, les formules passe-partout, les références admises, les titres de films ou de livres émaillant la banalité du discours. Voilà ce qui composait mon univers intellectuel et moral. Ce n'est pas un peu vous qui parlez, là? C'est bien possible, mais ça... Ouais. Allez savoir. Ouais. Jean Daniel, vous avez lu ce livre? Oui. D'abord, je trouve, comme tout à l'heure, comme ce que je vous disais tout à l'heure, que le reportage est fait de l'art de compter, d'abord et avant tout, je veux dire avant la vision politique, avant l'option, avant le camp où on se place, et que de plein pied, d'un seul coup. Mais moi, j'ai pas salué la conversion de Sufer comme toute la critique, parce que j'ai toujours vu dans ces reportages les preuves qu'il possédait l'art du récit. Et que, encore une fois, surtout pour la nouvelle alors, peut-être que je l'attends au grand roman, mais peut-être pour la nouvelle, je veux dire, c'est à la portée
Dans le reportage, il y a le sens de la couleur, le sens de l'observation, le sens de l'image. Et ce sont les 3 sens qu'il faut donner pour la nouvelle. Et je trouve, en tout cas pour la première, que je préfère à toutes, celle qui donne son titre recueil, avec sa chute étrange entre le juif et le noir. Je trouve que là, il y a tous les éléments du grand reportage, au sens où d'ailleurs les romanciers américains l'entendaient, qui ont été d'abord des reporters. D'ailleurs, c'est effectivement des nouvelles de grands reporters, puisque je crois que sur les 7, il y en a 6 qui se passent à l'étranger, si j'ai bien compté. Guy Hoekenghem, est-ce que vous, alors dans votre livre dont on parlera tout à l'heure, j'ai oublié de dire le titre d'ailleurs, La beauté du métis, réflexion d'un francophobe, qui est paru aux éditions du Ramsay. Vous en prenez avec très grande violence au ton français. Est-ce que vous considérez que Sufer est dans le bon ton français? Ah, tout à fait. Oui. Je dirais même une chose. Tout à l'heure, vous avez dit qu'est-ce qui fait la différence entre les reporters et les écrivains. Moi, je pense qu'en fait, pour un livre comme celui de Sufer, c'est pas bon. Je vais le vexer peut-être un peu. Je pense qu'il n'aurait jamais été publié si Sufer n'était pas l'éditorialiste et le directeur d'un grand magazine, en l'occurrence Le Point. Je pense qu'en fait, il y a un type de littérature française tout à fait typique, qui est celle qui s'assure une édition par la position de pouvoir des gens qui écrivent les bouquins. Je pense qu'il y a comme ça des faux romanciers, des faux nouvellistes, des faux écrivains, qui sont simplement des gens qui ont suffisamment de pouvoir pour se faire éditer, et que Sufer en est un cas absolument typique. Georges Sufer, vous voulez... C'est bien possible. À partir du moment où on écrit, on ne fait pas du journalisme. Sur du journalisme, je me défendrais. Mais là-dessus, pas du tout. Bon, je ne peux pas me défendre. Il peut avoir raison. Je dirais même une chose en plus. Moi, je ne serais pas aussi masochiste que Sufer. D'abord parce que ça ne m'intimide pas. Ensuite parce que j'ai lu avec un grand plaisir, un grand bonheur le livre de Guy Hoekenghem. Mais que je trouve que rien n'est plus classique, n'est plus français, n'est plus parisien que ce merveilleux petit pamphlet. Je suis un lecteur de Libération et j'ai trouvé une différence très grande, et je ne trouve pas qu'il soit vexant, ce que je vous dis, c'est un constat, entre le style Libération que vous avez dans vos articles, que je trouve d'ailleurs pétulant, et ce style merveilleux, mais tellement classique, Très classique. dans le bonheur d'expression, au sens où vous êtes heureux d'écrire. Mais vous avez une cravate quand vous écrivez, hein. Vous n'êtes pas en jean. Alors, le pouvoir là-dedans, je ne sais pas où il est. Moi, je trouve d'ailleurs que le pamphlet est extrêmement intéressant. J'espère qu'on On va en parler, on va y parler. Mais là-dessus, Alors, on va je crois parler. que vous êtes dans la tradition la plus Il est bien classique. dans la tradition. Donc finalement, Sufer et Hoekenghem, même combat. Même combat. C'est ça. Bon. Attendez. Alors, Ils voilà, vont pas on y reviendra. Même combat, c'est- Jean-François Revel, oui, cet ouvrage-là, au fond, c'est à travers un certain nombre d'éditoriaux, d'enquêtes, et puis aussi des interviews, c'est la vie politique, la vie sociale française pendant 25 ans, pendant les 25 ans de l'Express. Non, ça, ce serait un peu trop ambitieux. Enfin, les grands moments, je de dirais. dire ça, non. Les grands moments. Non, pas forcément non Ouais. plus. Non. C'est pas une anthologie, c'est un certain nombre de coups de sonde. Si vous voulez, je crois que les journaux, on a surtout plaisir à les lire quand ils sont vieux. Enfin, rien n'est plus agréable que de prendre une pile de journaux datant d'il y a 20 ans, 40 ans, 50 ans, parce qu'on a toute la saveur de l'époque, n'est-ce pas? Quand j'écoutais parler tout à l'heure Hoekenghem, je disais, voilà, il a 10 ans de retard, et c'est très bien parce que c'est très typé, c'est un bon cliché ambulant de 1968, Vincennes, il parle comme il faut, et ça c'est très agréable, vous comprenez, parce qu'on sait où on se trouve. Et, Avec vous trois, on sait encore mieux. et oui, mais justement, si vous essayez de dire ça, mais alors précisément, je vous rends hommage parce que vous incarnez parfaitement un certain truc totalement stéréotypé qui dit, voilà, ça c'est 68, etc. Oui, Bon, allez, alors, oui. oui, mais enfin, On y reviendra, on y reviendra. autant que je sache, c'est pas lui qui est chargé de penser pour moi, ni pour vous. Je ne le prétends pas. Alors, Je ne le prétends pas. donc, non, je veux dire, parce qu'Hoekenghem nous traite très aimablement de vieilles badernes, n'est-ce pas? Ah non, c'est pas moi qui voulais, rédige les programmes de Libé. Hein. Je voulais simplement C'est une opinion lui libre. faire part de mon impression, quoi. Il y a beaucoup de clichés dans ce que vous dites, dans ce que vous écrivez, dans ce que vous avez dit là. Et encore une fois, c'est le fait, si vous voulez, le reflet d'un certain moment du temps. Oui. Alors, ce livre-là, ce sont des articles qui ne sont pas forcément les meilleurs, qui ne sont pas forcément les plus significatifs, qui sont ceux qui sont destinés à donner la saveur, le parfum de certaines époques
de l'histoire de l'Express, n'est-ce pas? L'époque où Mauriac écrivait chaque semaine, l'époque où Jean Daniel était l'un de ses grands reporters, l'époque où Albert Camus a écrit, l'époque où Mendès France écrivait, et les époques aussi ultérieures. Oui, mais choisies, disons, je dirais pas à la roulette, mais enfin, pas non, parce que forcément quand même, selon... Oui, enfin, les Mauriac, par exemple, il y a ce merveilleux article qu'il avait fait au moment des élections où Coty est devenu président de la République. C'est Oui. un article extraordinaire. Absolument. Bon. Non, je ne dis pas non plus Oui. que ça n'a Oui. pas joué un rôle, mais il eût été impossible, encore une fois, d'être équitable. C'est ça que je veux dire. Alors, ce qui est amusant, c'est évidemment la variété des signatures, parce qu'on y trouve effectivement Jean Daniel, mais on y trouve Jean Caux, on y trouve Mendès France, Jacques Servan-Schreiber, Tim et tant d'autres. Est-ce que je peux poser une question Oui. à Revel? D'après vous, quel est le lien entre les trois espèces qui se sont succédées? Eh bien, je crois que le lien est donné par le titre. C'est-à-dire... C'est-à-dire quelque chose qui se vend? Non. C'est-à-dire L'aventure du vrai. Non. Moi, je vous dis ça. Et pourquoi non? Attendez. Faudrait le prouver. Oui. Je veux dire, Excusez-moi. là, vous contestez, disons, presque la qualification professionnelle alors, de l'Express actuel. quand Si dites vous ça. permettez, d'abord, je n'ai Oui. aucun esprit polémique. Simplement, quand j'ai vu ce qui était d'ailleurs pour moi plutôt flatteur, mon nom là-dedans, j'ai ressenti une certaine gêne. Mais on vous a Attendez. demandé votre autorisation. Oui, je me permets de j'ai vous demandé- dire. Je peux faire une remarque? J'ai senti une certaine gêne. Incident. Je voudrais terminer. non, Non, Hein d'accord, mais ça Je vient voudrais dans le terminer. Et j'ai analysé cette gêne. Et je me suis dit, au fond, moi je suis rentré, tout à l'heure vous m'avez demandé pour le journalisme, mon vrai début dans le journalisme, ça a été la guerre d'Algérie. Je n'ai fait de vrai journalisme, abandonnant tout le reste, que pour témoigner sur la guerre d'Algérie. À ce moment-là, l'Express, c'était un journal d'opinion, pendant d'ailleurs, à ce moment-là, Jean-François Revel, un peu plus tard, un peu occupé au journal où je suis, l'Observateur, des fonctions importantes et une animation que je respectais, que je respecte. Mais ce journal, au bout de 9 années, de journal d'opinion qu'il était, a changé. Et je me souviens d'un déjeuner avec Jean-Jacques Servan-Schreiber où il m'a dit, maintenant, on va faire des news magazines. Et je lui ai dit, bon, ben, moi je partirai, c'est fini. J'étais là pour autre chose. Il m'a dit, je vous comprends, on s'est séparés comme ça, c'était un autre journal. Tout de même, il restait un point commun, c'était Jean-Jacques Servan-Schreiber. Et ensuite, il y a eu des équipes. Et si on me demandait, et il y a eu des transmissions. Et ces équipes et ces transmissions ont fait que le titre est resté, mais les équipes ont complètement changé, puisqu'il y a eu la fondation du Point, il y a eu le départ de l'équipe pour l'Observateur. Si on me demandait... Oui, du reste, ce qui par est une extrêmement phrase. frappant, Finis c'est par qu'en une effet, phrase. presque Si tous on me les journaux demandait- actuels sont alimentés par des anciens de l'Express. Ouais, dont ce qui vous. est curieux, c'est que c'est- vous trois, vous venez tous les trois de l'Express. Oui, c'est ça. C'est tout même assez étrange. Je suis Oui, mais il y a des- seul de des l'IB, mais vous êtes tous les trois de l'Express, Il y a fondamentalement. beaucoup de gens de l'IB qui Non, on voudraient était venir avant, chez nous. hier. Je veux dire, c'est Oui, pas... mais bon, c'est ça qui vous a formé, vous a marqué. Non, je voudrais tous au même terminer groupe. par une seule Oui, phrase. Jean Daniel. C'est une seule phrase que je vous demande de comprendre, Revel. Si on me demandait, puisque vous avez été à l'Observateur, de faire un livre avec tous les articles, dont les vôtres, en mettant l'aventure du beau ou du bien, et avec le titre L'Observateur, moi je serais, je crois que quelque chose me gênerait. Surtout qu'il y a eu passation, il n'y a plus de points communs. Mais À je vrai pense pas dire, du il y a, tout, il y a non. peut-être Tim et de Rogy, puisqu'ils sont... Non, mais parmi attention, nous. les points communs Il y ne a- sont il y a- pas seulement les points communs personnels. Alors, expliquez. D'abord, un journal qui, dont l'histoire se déroule sur un quart de siècle, il y a forcément des changements, n'est-ce pas? Et je n'ai pas, quand vous dites qu'il n'y a plus de points communs, il y en a un certain nombre. N'oubliez pas que moi-même, je suis entré à l'Express en 1966, oui, c'est-à-dire à l'époque où vous avez créé le Nouvel Observateur, sensiblement, 64, n'est-ce pas? oui. Donc, C'est-à-dire que 65. j'y suis parti à tort, à raison, C'est-à-dire pour des que, raisons précises. en tant que point commun, par exemple de continuité de l'Express, mon histoire à l'Express est aussi longue que la vôtre au Nouvel Observateur. Oui, mais alors fallait la faire débuter de votre entrée. Je trouve que vous aviez tous Ah, le culot de non. dire tout à l'heure que Non. j'avais 10 ans Non. de retard. hein. Non. Parce que quand on voit où vous en êtes, en fait, vous êtes en train de vous disputer le passé de l'Express. Mais- Bon, c'est assez fabuleux. Ça parce Ça que fait le c'est passé, ça. c'est Mais la non, transmission. je dis pas Vous ça n'avez du rien tout. compris. Non, je Monsieur, dis pas ça du tout, il s'agit je de dis pas ça du savoir tout. si un titre se vend ou se transmet ou bien s'hérite. Mais tout- Et c'est pas le passé. Non, mais Il les s'agit trois- de savoir si quand on fait un journal... Bah, c'est le cas aussi en pour plus- l'Observateur. Non, pas du tout. Les trois Mais l'Observateur, titres. moi, j'assume pas son passé. C'est Gilles Martinet qui a Mais fait j'ai pas l'édition. dit que j'assume. Ce livre est une anthologie. Pourquoi est-ce que vous parlez de l'histoire d'assumer, n'est-ce pas? Il s'agit de faire de l'histoire. Vous comprenez? Bon. Non, mais je voudrais que Il s'agit de expliquiez. faire de l'histoire. Et dans la préface que je fais, ma première phrase consiste à dire: il serait présomptueux de ma part de prétendre patronner un passé
dont pour une grande partie je ne suis pas responsable, et qui représente une période où j'étais simplement un lecteur de l'Express, où je n'avais jamais écrit dans aucun journal. Je m'empresse de le dire, je suis le premier à le dire, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas une raison. Moi, personnellement, je ne suis pas égocentrique. Je ne vais pas lier l'histoire de l'Express à moi, sous prétexte que je le dirige maintenant. J'estime que si on fait un livre pour le 25e anniversaire de l'Express, les lecteurs ont le droit de lire des articles antérieurs à mon arrivée. Je ne suis pas mégalomane à ce point. Ça, vous savez bien que le problème n'est pas là. Alors, Georges Suffert, Si, oubliez pas la je ne parole. comprends pas du tout ce que vous Non, voulez je voulais dire. dire simplement, écoutez. je suis resté 9 ans à l'Express aussi, alors Oui, ils en viennent tous. j'y étais quand... Mais c'est officiel, vous Mais découvrez. si. Non, mais c'est pas Je veux du dire. Ils sont tous les trois directeurs de journaux, ils viennent tous les trois du même Non, journal. d'abord, je suis pas directeur Non, du non, journal. Georges Suffert n'est pas directeur. Absolument Oui, pas. éditorialiste. bon, Et homme deuxièmement, puissant. c'est pas Je ça le vois problème. très Ce que je voulais amusé, dire, vous remarquez j'ai appris les choses. j'ai appris quelque chose. Les téléspectateurs ne avec savent pas l'Express, forcément ce genre de choses. Hein. Si vous permettez. Oui, Georges J'ai Suffert. appris quelque chose dans le Nouvel Express. Et c'est pourquoi moi, ne le renie absolument pas. Et je pense que simplement que le Point réussira à faire mieux que l'Express de plus en plus. Ça, c'est autre chose. Mais ce que j'ai appris, et qui est extraordinairement Tu simple... défends ta boutique. Abonnez-vous. Non, non, ce qui est extraordinairement simple, parce que je ne le savais pas avant, c'est à quel point le journalisme est une bataille pour arriver à reconstituer l'événement dans la plus grande précision possible. Je ne le savais pas avant l'Express, et je l'ai appris un peu dans le Nouvel Express. Avant, j'étais plus éditorialisant, si vous voyez ce que je veux dire. À partir de ce moment-là, ça a changé. Au fond, on peut ouvrir les portes. C'est vrai que Tim est là, et de Roger aussi. Et l'affaire Ben Barka, pour lui, il la connaît, il croit qu'il la connaît. Mais il ne sait pas ce que c'est au début. Au début, on est 4 à chercher simplement quelqu'un qui est un copain de Boabit qu'on connaît bien, qui est Ben Barka, et dont on croit qu'il est venu à Paris et dont on ne sait pas où il est. On ne sait pas qu'on va faire l'affaire Ben Barka. On cherche à établir quelque chose qui va être vrai. Et ça va donner un article, tout le monde l'a oublié, qui fait 1 colonne et 10 lignes, le premier. Hein, pas plus. Bon, c'est tout. Ensuite, ça va faire 750 000 de tirage. Mais excusez-moi, Ça, c'est bien on vendu, s'en hein. fout autant que vous. Ouais, c'est pas vrai. Pourquoi il y a trois... Bon. Eh ben moi, je vous crois quand vous me dites ce que vous écrivez dans ce livre. Et vous ne me croyez pas, et c'est pour ça que je suis Mais plus non, intelligent. effectivement, je vous crois pas, Et parce que plus vous êtes un honnête. homme de pouvoir et pas moi. Mais non, je suis pas un homme de Quel pouvoir. cliché. Oui, mais la troisième écoutez, des- Attendez. inventez pouvoir, vos qu'un phrases, cliché. vous répétez les Attendez, clichés. alors, inventez est-ce que- vos quels sont propres vrais phrases. Alors, est-ce que... J'ai appris le goût du journalisme américain. Est-ce que Georges si vous Suffert ne voulez. vient pas de donner une sorte, par un travail pratique, ce que vous appelez l'aventure du vrai? Mais tout à fait, oui, c'est ça. C'est ça, Oui. élargi. Je veux dire, je ne vois pas de différence entre le métier du journaliste et le métier de l'historien. Ça consiste à chercher des sources, à confronter les sources d'information, à vérifier les faits. Bon. Ça, c'est la base de tout, et le reste, c'est du vent. Le reste, c'est du commentaire, et le commentaire est subjectif. intéressant. Bon. Aucun de vous Il trois est- n'est il plus est journaliste nécessaire. dans ce sens-là. Vous êtes tous les trois des éditorialistes. Et vous êtes tous les trois aujourd'hui des gens qui commentaient précisément. Alors, si des vous gens vous d'opinion. imaginez qu'on peut écrire un éditorial sans s'informer en profondeur... Oui, en lisant les journaux. Mais pas Comme du dit tout. Jean-Daniel dans son livre, d'ailleurs, il l'explique très clairement. Il dit j'ai vécu toute l'histoire de la violence, par exemple, à travers mes éditoriaux. Il dit j'ai vécu mai Moi, je dis 68. ça. Mais oui. Moi, je dis ça. Vous avez- Bon, Bon, où est le livre écoutez, je voudrais Exactement, que vous vous fassiez, parlez faudrait que vous de fassiez quelque chose que l'économie vous de certaines ne connaissez pas. indécences. Bon, évidemment, Je parle des choses l'ai que je fait connais pas. dans un certain nombre de révolutions du tiers-monde. Oui, mais L'histoire de la n'empêche que violence. Ça se passe toujours à travers les éditoriaux, Parce que c'est-à-dire pas du tout. l'opinion. Écoutez, Pas du tout. c'est gênant ce que vous dites. Parce que Mais non, c'est pas gênant, c'est la vérité. Il parle à peine de Bizerte. Mais écoutez, tous les gens qui sont ici sont des éditorialistes, c'est-à-dire c'est un certain type de Mais journaliste. excusez-moi, C'est pas vous n'importe m'obligez à quel insister, journaliste. il n'était pas éditorialiste, il a attrapé les balles Je dans la parle de gueule. maintenant. Zut Je parle de maintenant. Vous devez pas le savoir, peut-être. Vous savez que c'est une certaine dignité intellectuelle que d'apprendre. Oui, alors. Bah, c'est tout. Rien d'autre. Écoutez, dans le cadre de la dignité intellectuelle, on va J'appelle- parler d'une affaire j'appelle pas- précise. c'est du monsieur reportage. Suffert. On va parler d'une affaire précise, on va parler de l'affaire Curiel. Hein. Faites donc. Comme vous le savez tous, enfin comme les téléspectateurs le savent peut-être pas, il y avait un monsieur qui s'appelait Henri Curiel et qui était un grand militant anti-impérialiste. Ce monsieur, vous avez écrit un jour un article qui était une ignominie, dans lequel vous avez expliqué qu'Henri Curiel était un agent du KGB. Vous savez très bien que cet article était tellement immonde qu'un certain nombre de journalistes, y compris dans votre journal, ont été gênés au point d'avoir envie de démissionner de votre journal. Vous savez ce qui est arrivé à Henri Curiel après? Il a été assassiné. Vous n'avez jamais rectifié ce que vous aviez écrit sur Henri Curiel. C'est ça le métier de journaliste, c'est ça le métier d'informateur. Vous avez traité Henri Curiel d'agent du KGB, il a été assassiné, et encore aujourd'hui, vous n'avez jamais démenti ce que vous avez écrit. Le Spiegel a fait la même chose que vous. Eux, au moins, ils ont démenti. Ils ont envoyé un démenti, effectivement, et ils ont publié un démenti là-dessus.
Bon, ce type de pratique-là, c'est la pratique des Je journalistes, pense soi-disant que des grands journalistes français. Alors venez pas la ramener avec l'affaire Barca. Georges Suffert. Je vais vous répondre très simplement. Je crois que nous ne sommes jamais innocents de ce que nous écrivons. Et qu'il y a toujours des conséquences dans ce qu'on écrit. Je ne sais pas si ce que j'écris sur l'affaire sur l'Algérie, sur l'Indochine, n'a pas eu des conséquences que je suis incapable de mesurer. Et quand j'étais à Témoignage chrétien, c'était le premier hebdomadaire où j'étais, quand nous avons publié les premiers textes sur la torture, c'était les premiers qui paraissaient. Je dois dire que je n'ai pas dormi pendant un certain nombre de jours pour une raison stupide, c'est que je respectais l'armée française. Et que dire qu'elle torturait, ça ne me paraissait pas simple. Les conséquences de ce que j'ai écrit, je ne les connais pas. Je ne les connais jamais. Mais il y en a eu pour attendez, Curiel, en tout cas. Attendez. Il n'y a pas de différence de nature pour moi dans l'affaire Curiel, sur laquelle j'ai travaillé pendant 4 mois. Et sur ce que mais je pense que vous avez travaillé autant de temps que moi, et que vous en savez. Vous avez travaillé tant de temps pour savoir que ce que vous avez dit à l'époque était un mensonge éhonté et a probablement participé d'un complot qui a abouti à l'assassinat de Curiel. Alors, quelles sont vos preuves? Je n'en sais rien. Comment Les est-ce que vous preuves, allez c'est que- l'établir? c'est que Pas personne- des affirmations. Personne aujourd'hui ne prétendrait plus que Curiel a été un agent du KGB. Vous prétendez que Curiel est un agent Mais du je vous KGB demande- aujourd'hui? je vous Est-ce que demande vous le de dire- prétendez, oui ou non? Je dis que moi je n'en sais rien. Bon, vous n'en savez rien. Et je Tous vous les- demande de vous ce que vous savez. Je dis que plus aucun journal aujourd'hui n'osera imprimer Mais ça. c'est pas une même vous. affirmation gratuite. Je vous demande. Alors, vous- d'où vient le démenti Non, que Suffert vous a Spiegel posé- a publié? Suffert vous a posé une question précise et vous a demandé quelle est votre enquête sur le sujet. Écoutez, si désagréable que ce Oui. soit, le fait de me désolidariser avec vous trois, alors qu'il veut nous rendre solidaires, je dois dire que dans l'affaire Curiel, j'ai toutes les présomptions, presque des preuves, que Curiel était innocent. Mais je ne dis pas le contraire, je dis tout ben, simplement. Non, alors, mais c'est grave. non, vous me demandez un témoignage, je Oui. le dis, qui ne veut pas dire absolument que j'accuse mon confrère Suffert d'avoir une responsabilité quelconque dans cette affaire. Mais sur ce point précis, je crois que on peut dire, je crois que je suis à peu près sûr qu'on peut dire que Curiel était innocent. Mais ce que je Attendez, voulais le dire, c'est problème pas ici- ceci. Ce que je voulais dire, c'est ceci. Quelles que C'est soient que ces on divagations parle- sur le problème ici, mes rapports c'était- avec la violence, Et que le je problème reprendrai ici, tout à c'était l'heure. très précisément ceci. C'était, tout le monde peut se tromper, le problème n'est pas là, tout le monde peut se tromper en donnant une information. Le problème est que quelqu'un qui, de fait, a donné une information fausse, une information qui peut avoir été en relation avec de très graves conséquences entraînant mort d'homme, non seulement ne se reprend jamais, mais même continue à dire la même chose. Et ça, c'est très grave. Et ça, c'est une pratique de journaliste que je trouve scandaleuse. Bon, Georges Suffert, vous répondez, on passe ensuite à autre Bon, chose. je réponds en disant que pour moi, il n'y a rien à changer à ce que j'ai écrit et que j'ai une confiance considérable dans une vieille chose qui s'appelle l'histoire. Progressivement, les choses sortent et Effectivement, des elles tas sortent. de vérités commencent à apparaître. Comme ce soir. J'ai tout mon temps. Pour le moment, vous dites une chose et les événements viendront progressivement vous démontrer que vous avez tort. Ah bah, Bon. c'est ça. Non seulement que l'élément, mais en plus... Ah, bon, alors, Jean-François Revel, vous dites dans votre présentation, dans votre préface, que l'Express n'est pas un journal partisan. Que voulez-vous dire? Non, je veux dire, sur qu'il y a des journaux qui ont une ligne politique bien précise, qui soutiennent, soit qui appartiennent à un parti politique déterminé, si vous voulez, qui sont chargés très officiellement, très ouvertement, de défendre la politique d'un parti politique, d'une formation, ce qui est le cas, disons, de l'humanité, ce qui est le cas de la lettre de la nation, ce qui est le cas de l'unité, n'est-ce pas? Soit qui ont, disons, des sympathies politiques affirmées, qui défendent un programme politique précis, ce qui, je crois, est le cas du Nouvel Observateur. Et ce qui était le cas de l'Express au début. Et ce qui était le cas de l'Express au début, encore qu'il ne s'agissait pas d'une formation politique déterminée. Attention, l'Express, non. Non plus que l'Observateur. Non, enfin, vous avez quand même pris position, disons, pour le programme commun, pour l'union de la gauche, c'est-à-dire pour une... Mais comme l'Express a mis le bonnet phrygien pour à l'époque, Mais je suis exactement. tout à fait d'accord, seulement l'Express, si vous voulez, n'a pas Je ne sais été... pas pourquoi il y aurait D'ailleurs, polémique entre nous sur un fait évident. Non, mais d'ailleurs, il n'y a pas de Robert. polémique entre nous, étant donné que... Non, puis L'Express vous a été un journal mais c'est vous- d'opinion, non, mais- partisan, non, il ne non, l'est plus. Une seconde, non, C'est c'est vrai, pas je vois pas vrai pourquoi il y aurait du polémique tout. entre vous. C'est pas vrai du tout. Non, attention, mais attends, écoutez, laissez-moi... On n'est pas à l'école. Non, Il est toujours Jean-François Revel qui parle. Non, ce que je veux dire, en somme, c'est que quand vous lisez l'Humanité, vous savez d'avance ce qui va être écrit, par exemple, sur l'Afghanistan ou l'invasion du Cambodge par le Vietnam. Bien, vous savez d'avance ce qui va être dit à propos de la politique étrangère ou de l'Europe. Bon.
Et ce qui distingue, disons, un journal que j'appelle non partisan, ce n'est pas du tout un journal qui ne prend pas parti. Et d'ailleurs, depuis que je dirige ce journal, nous avons pris parti, et très vigoureusement, pour un certain nombre de choses, bien. Et nous avons publié des documents qui constituaient des engagements et des responsabilités. Et ça ne veut pas dire non plus que c'est un journal dans lequel on n'exprime pas d'opinion, puisqu'il y a des éditoriaux et qu'il y en a même plus qu'avant, n'est-ce pas? Je veux dire tout simplement que la ligne n'est pas fixée, qu'elle résulte et d'ailleurs qu'elle est loin d'être unanime à l'intérieur du journal, et qu'il y a une diversité de choses qui se reflètent. La preuve, par exemple, c'est qu'à la veille du premier tour des élections législatives, eh bien, Olivier Todd a publié un éditorial pour dire qu'il fallait voter socialiste, et que j'ai personnellement publié un éditorial pour dire qu'il ne fallait pas voter pour le programme commun. Bon. Donc c'est ça que je veux dire, journal, disons, n'ayant pas une clientèle a priori. Et d'ailleurs, ça se reflète parmi les lecteurs, si vous voulez, on le voit dans le courrier, où il y a des lecteurs qui viennent aussi bien du RPR que du Parti communiste, que du Centre, etc. Et suivant les positions qu'on prend sur tel ou tel problème, eh bien, on se fait approuver ou au contraire réprouver par telle ou telle catégorie de lecteurs. Jean-Daniel, l'ère des ruptures. Au départ de votre livre, vous racontez donc la création du Nouvel Observateur, faite d'une équipe qui venait du France Observateur et une autre équipe qui venait de l'Express. Et vous dites que votre ambition, au départ, évidemment, c'était de faire un bon journal, de réussir ce journal, ce que vous avez fait d'ailleurs, mais aussi de rassembler la gauche. Et puis, votre livre s'intitule L'ère des ruptures. Alors, est-ce que c'est pas l'aveu de ce côté-là d'un échec? Écoutez, le livre, c'est une volonté d'inventaire pendant 15 années où il s'est passé dans le monde des changements considérables. L'équipe a changé, le journal a changé, le monde a changé. C'est une tentative de faire, modestement, sur quelques points fondamentaux, le bilan de ces changements. Nous étions une équipe, en effet, nous sommes partis de rien, à peu près, je veux dire de rien vraiment à l'époque, et avec des expériences où nous avons tous, je reprends parce que ça m'est extrêmement, c'est essentiel pour moi. Nous avons à peu près tous dans l'équipe, dans une certaine équipe de départ, connu la violence sur le terrain. Ce que peu de gens qui en parlent en ce moment connaissent. Et pas à travers des articles éditoriaux, nous avons vu quelquefois en témoin ou en participant à un certain nombre de révolutions dans les théâtres d'opération. Et nous avons participé, nous avons contribué même à la mystique tiers-mondiste, avec plus ou moins de bonheur, avec plus ou moins d'erreurs, avec plus ou moins de réussite. Et à une époque où la gauche n'existait pas, et où par une sorte de transfert, d'exil de la pensée, se projetaient dans le tiers-monde toutes les espérances d'une jeunesse qui ne trouvait pas en France le projet révolutionnaire, nous avons voulu essayer de stimuler sur les flancs de la gauche, qui n'était pas encore officielle, une sorte de marginalité subversive. Et très vite, nos ambitions ont été dépassées. Nous voulions faire un journal tout à fait restreint, tout à fait modeste, et il se trouve que ça coïncidait avec une attente. Mon livre, à l'heure actuelle, c'est, comme je vous le disais, le besoin de rendre des comptes. Un journal est fait, il faut que les gens sachent comment on a changé, même si les lecteurs ont accepté au fur et à mesure les changements. C'est au fond une sorte de constat, de rapport, voilà. 15 ans après, voilà ce que nous sommes devenus, et voilà pourquoi et comment nous avons fait telle et telle chose. Et sur des exemples précis. Sur des exemples Alors c'est précis. Solzhenitsyn, c'est l'affaire du Portugal, c'est... Bien sûr, c'est De Gaulle, c'est la décolonisation, c'est un certain nombre de thèmes. Pendant ces 15 ans, il faut bien voir, je veux dire, les changements sont vertigineux. On est parti dans une ambiance productiviste où les Américains, comme les Russes, luttaient à coups de chiffres pour savoir qui, dans les années à venir, allait avoir le produit national brut le plus élevé ou l'aisance la plus grande. On est passé dans une période tout à fait anté-ilitchienne, anté-mai 68, et où tout l'espoir des gens, c'était la machine à laver, le réfrigérateur, l'automobile, avec l'idée que les matières premières ne manqueraient pas, que le pétrole ne manquait jamais. On assiste aujourd'hui à ce résumé intense de changement qui fait que l'inventaire serait trop long, je le résumerai d'une seule manière.
c'est le changement fondamental entre il y a 15 ans et maintenant, c'est que les gens ne croient plus dans l'avenir. Il y a une enquête qui a été faite aux États-Unis et qui m'a énormément impressionné. On a demandé aux jeunes gens, dans l'État le plus, je veux dire, le Texas, c'est-à-dire on a choisi l'État où la prospérité matérielle était censée garantir les gens et leur donner une sorte de projet. On leur a posé la question, est-ce que vous pensez que demain sera meilleur qu'aujourd'hui? 52% ont répondu non. C'est-à-dire dans l'État le plus productiviste et dans l'État où le mythe de la productivité, de la confiance en l'avenir, de la confiance dans le progrès, dans la science productiviste est le plus grand. Je crois que ce symbole est des plus importants. C'est un indicatif, c'est un clignotant. Je vous signale, Jean, que tous les sondages depuis 30 ans donnent toujours la même réponse Non, à cette question. dans cet état, les gens pensent toutes les réponses. Est-ce qu'on vit mieux maintenant qu'il y a 10 ans? C'est toujours oui. Est-ce qu'on vivra mieux dans 10 ans que maintenant? C'est toujours non. Cet état était comparatif, oui. Et nous en avons fait... Vous savez qu'il y a tous les volumes de Gallup bien depuis sûr, 1938. cet état était comparatif avec un même sondage, avec les mêmes questions, dans la même région, 5 ans avant. Et le pourcentage des gens qui n'avaient plus confiance en l'avenir avait augmenté de 12%. Ah oui, ça a augmenté, oui. Énormément. Oui. Jean-Daniel, il semble il y a 15 ans vous étiez plus idéaliste qu'aujourd'hui, que vous êtes aujourd'hui plus réaliste que vous l'étiez donc il y a 15 ans. Car il y a, page 97, cette phrase terrible que vous avez soulignée d'ailleurs, parce qu'elle est en italique. La désastreuse expérience de ces 30 dernières années nous conduit à comprendre toutes les révoltes, mais en même temps ne faire confiance à aucune révolution. Écoutez, ça dépend de ce que vous appelez idéalisme et réalisme, parce que je ne veux pas revenir du tout, de même que ce que vous appeliez tout à l'heure échec. L'échec, pour moi, au niveau, je profite allègrement, pleinement, complètement du fait d'être indépendant de toute espèce de parti. Donc pour moi, la victoire, ça ne consiste pas à remplacer un gouvernement par un autre, fût-il socialiste, communiste ou radical de gauche par n'importe quel RPF ou le contraire. La victoire, ça consisterait en une véritable instauration d'un changement de structure qui conduirait à un socialisme dans la liberté. Ce sont des mots, sauf quand ils sont définis un petit peu plus, si vous voulez, à des structures qui conduiraient chaque individu à trouver le maximum d'épanouissement. Alors ça, c'est plus simple, c'est plus vrai, ça peut mieux être réalisé. Avec une limitation progressive et considérable de tous les pouvoirs de l'État. Eh bien, on a vu que la gauche avait dispensé, elle le fait d'ailleurs depuis le siècle des Lumières, depuis la Révolution française, elle l'a refait au XIXe siècle, sans occuper le pouvoir, dispense à la nation et à la France ses valeurs éternelles, à peu près tout le temps. On a vu que qu'est-ce que nous voulions faire, nous, au début de l'Express, et qu'est-ce que j'ai voulu faire au début de l'Observateur avec d'autres, c'est être les héritiers des Zola de l'affaire Dreyfus, des Voltaire de l'affaire Calas, l'introduction de l'intellectuel et de la morale dans une certaine politique. Donc la victoire ne se situe pas, ou la défaite ne se situe pas là où vous la placiez tout à l'heure. Non, c'est quant à l'idéalisme, c'est à cause du titre. Mais il y a rupture. Oui. Alors, quant à l'idéalisme et au réalisme, c'est un fait que l'une des grandes découvertes de ces 15 dernières années, c'est ce constat que la gauche, socialiste ou pas, doit faire, à savoir que le capitalisme, ou les nations qui se prétendent du socialisme, sont capables de susciter les mêmes aliénations, les mêmes exploitations, et maintenant, nous le savons, les mêmes guerres, à égalité. Il n'y a pas un camp qui se réclame d'une idéologie et qui serait innocent de ces mots. Ce constat était extrêmement important. Il faut aller jusqu'au bout des conséquences de ce constat. Vous les mettez vraiment à égalité? Je les mets vraiment à égalité. Je vais même un petit peu plus loin, en ce sens que je veux répondre à la question de Bernard Pivot sur les révolutions. La tentative de ce livre, s'il y en a une, enfin l'ambition secrète du livre, puisque je m'attache aussi à raconter des histoires, je m'ancre sur des phénomènes ponctuels. L'ambition secrète de ce livre, c'est d'essayer de réfléchir pourquoi il y a des révolutions alors qu'elles sont destinées toujours à être domptées par le totalitarisme. Depuis le temps où je lis des livres et des auteurs qui me disent que côté cour, on fait la révolution, côté jardin, on sort dans le goulag, et de tous les pays, je voudrais essayer d'aller plus loin pour savoir pourquoi on fait quand même des révolutions.
Et mon ambition, c'est d'approcher à la fois sur la planète et en France, le fait, par exemple, la permanence d'une mystique révolutionnaire au Parti communiste, même si elle est verbale, et pourquoi, malgré ces déboires qui sont confirmés, inventoriés, décrits, il n'y a pas une rumeur qui circule dans le monde, il n'y a pas un bouche à oreille parmi les victimes de ces révolutions pour se dire non, pas comme ça, pas maintenant. Au fond, comment la révolte est domptée par la révolution et comment la révolte existe toujours, c'est une chose qui me passionne davantage que de savoir et d'être alerté tout le temps sur le fait que la révolution tourne mal. Je voudrais savoir pourquoi la révolte a lieu, bien qu'elle soit domptée par la révolution. Moi, je ne voudrais pas gêner Daniel, mais j'ai bien aimé son livre. D'un bout à l'autre. Et j'ai pas trouvé... Ne me gênez pas plus par l'approbation qu'il ne me gêne par sa désapprobation. Je suis libre de tout. J'ai trouvé que c'était un très beau livre, d'un bout à l'autre, avec un ton d'humour caché, à peine perceptible derrière. Surtout dans le récit de mai 68, un nouvel observateur. Là, c'est pas triste. Là, c'est à peine caché. Mais je voulais pas le dire. Mais bon, c'est la chose dont j'ai parlé tout à l'heure. Bon, peut-être que j'ai été maladroit sur votre passé antérieur, mais moi, ce qui m'a choqué dans votre livre, c'est qu'effectivement, mai 68 par exemple, ça ne passe dans votre livre qu'à travers cette querelle vraiment minable à l'intérieur du Nouvel Obs, qui a été une contestation de vous. Et ce que j'ai voulu dire... Pas uniquement, parce qu'il dit. C'est tout de même incroyable, si vous voulez, que ça se réduise à ça, et ça aboutit à ce goulot d'étranglement très étroit. Je suis désolé, je voudrais de temps en temps que notre dialogue se base vraiment... Bon, ça se base sur le livre. Non, se base sur quelque chose de précis. Sur les, je crois, 80 pages de mai 68, il y en a à peine 30 sur ce qui se passe à l'Observateur. Et tout le reste, les autres, c'est des coups de téléphone avec des vedettes célèbres, le coup de téléphone avec Mendès France, du tout. etc. Il n'y a pas un récit d'action, c'est pas vrai. Le reste, c'est les discussions avec les gens célèbres de l'époque, de savoir si c'est Mitterrand ou Mendès France. Non, les gens célèbres, non. Et ce genre de trucs. Il n'y a que ça dans ce livre. C'est le livre des dîners en ville. Bon, c'est très bien, vous faites les dîners en ville, c'est votre rôle. Je dis pas que c'est monstrueux de le faire, simplement, c'est pas la peine de faire sans arrêt des grandes phrases sur l'ère des ruptures. Vous avez l'art des clichés. Vous trouvez mieux que le dîner en ville, quand même. C'est Je trouve que c'est assez fascinant. Vous essayez pas de dire que c'est éculé, mais simplement. pas de réclamer de l'imagination. Je redonne la parole. Je termine un peu parce que Super a été coupé là. C'est tout simple, parce que tout de même, à travers à travers toute l'aventure, la manière dont Daniel le raconte, qui est très, très prenante d'ailleurs, au bout du compte, c'est tout de même l'histoire d'un échec. Et je dirais pas le sien, je dirais le nôtre, très profondément. Car à un moment ou à un autre, on a tous cru d'une manière ou d'une autre que quelque chose était possible entre ce que nous n'appelions pas encore le goulag et ce que nous n'aimons pas ici, etc. Et cette piste sacrée qu'on a cherchée à travers les années, à un moment en se demandant si De Gaulle n'avait pas une recette derrière la tête, et je reconnais que c'est assez bien de la part de Daniel d'avoir dit à un moment que finalement il avait été très fier d'avoir comme adversaire en face de lui. Ah oui, il y a un chapitre étonnant sur De Gaulle. Hein. Oui, il y a un chapitre étonnant, à l'envers, si je puis dire. De respect pour De Gaulle. Il ne faut pas dîner avec De Gaulle. Oui, bien sûr. Mais j'ai pas dit ça, moi. La fascination des Français pour les adjudants et l'humour de caserne. Écoutez, moi je me sens très mal à l'aise avec ce numéro un petit peu distrayant. J'ai fait ce livre. Et le numéro de vieux sage, vous croyez que c'est mieux? C'est vraiment des numéros. Vous avez mal répété, vous êtes un mauvais professeur. Non, c'est pas ça. Mais dites, vous n'êtes pas mon Tiens, j'ai envie de dire quelque chose. Vous savez, vous avez écrit un bouquin qui est intéressant, mais il est intéressant à cause de ces 3 dernières pages. Oh, bon, d'accord. Je vais vous dire pourquoi. Parce que durant tout le livre, vous dites quelque chose, et dans 3 pages, vous êtes vachement embêté, et vous dites le contraire. Oui, et il y a une espèce de pathétique moment sur la France, camouflé dans les 3 dernières pages, qui annule tout le livre. Alors, ne nous donnez pas de leçons, c'est très difficile à faire un livre. On n'a encore pas parlé de son livre, donc on ne peut pas comprendre pourquoi il y a une contradiction à la fin. Il nous engueule tout le temps. Oui, mais attendez. Moi, je m'étais dit que j'engueulerais personne ce soir. Parce que vous êtes les 3. On va s'entendre une quoi. Salonnard, chose. Finis par... Oh, dites, ça va. Vous êtes tous les 3 à la presse assise et vous me traitez de salonnard. Vous êtes la presse confortable, installée, regardez-vous. C'est un numéro classique de salonnard. Absolument. C'est vrai que c'est très facile de faire un journal. Ça marche tout seul. On n'a jamais de problème. Daniel, il n'a pas eu de problème avec... Bon, voyons. Alors, Jean-Daniel, vous dites que finalement vous voyez, à tort ou à raison, vous voyez dans la peau d'un dissident.
Comment expliquez-vous ça? Parce que comment peut-on être directeur d'un grand journal et C'est assez osé, en effet. Non, laissez répondre. Ben, je le laisse répondre. Ça ne m'amuse pas tellement, je veux dire. Je risque de manquer d'humour avec ce genre de réflexion parce qu'elles n'ont même pas la portée, si vous voulez, essentielle du dialogue qui mène à une sorte d'opposition réelle, fondamentale et complète. Rien n'est plus parisien que ce livre, que ces invectives et que ces réflexions marginales. S'il me disait sur tel point, si on me contestait sur tel point, j'ai passé ma vie à être contesté. Par les Français d'Algérie, par les ultrasionistes, par un certain nombre d'antigaullistes, par les marxistes, et les 3 dernières années par les staliniens tous les jours. Là-dessus, ce livre en est plein. Il n'y a pas un seul dîner en ville, il n'y a pas un seul je sais pas, name dropper, il n'y a pas une seule célébrité. Là-dessus, je me permets, parce que là-dessus, il y a des discussions. Et je suis constamment contesté. Pourquoi je dis que je suis un dissident? Ce n'est pas évidemment du point de vue des fonctions que j'occupe. Ni Serge Julie, mon ami, ni moi-même, nous pouvons être des dissidents dans nos fonctions. Nous sommes tous les deux des directeurs. Il n'est pas là à propos, Serge Julie, directeur de Libération, qui écrit des éditoriaux. Ce qui montre que c'est oui, mais il n'a pas écrit de livre. Ah, il n'a pas écrit de livre. En revanche, il a écrit un admirable article sur mon précédent livre, Serge Julie, et un éditorial. Et il n'y a pas d'éditorial dans Libération. De ce point de vue-là, c'est pas vrai, il dit un truc qui n'est pas vrai. Libération, non, mais vous répondrez après. Il n'y a que ça. Heureusement. Jean-Daniel. Oui. Alors là, quand il n'y a que des de ce éditoriaux, point de vue-là, cette contestation, je dis que ce journal qui a finalement rompu avec tous les appareils, avec toutes les institutions, et qui subit toutes les contestations, et qui à l'intérieur de la gauche est considéré comme subversif, même maintenant par le Parti socialiste, et par toutes les tendances du Parti socialiste, je trouve que ça mérite le nom de dissidence. Et que c'est pas une usurpation. Alors, je vais vous poser une question précise. Je vais vous poser une question précise. Je vous promets que ce n'est pas de l'invective. Je ne vous prends pas au sérieux. Bon, mais ça m'est égal que vous ne me preniez pas au sérieux. C'est pas à moi que vous parlez, c'est aux téléspectateurs. Vous bien se mettre ça dans la tête. Oui, c'est vous qui pensez, tiens. C'est vous qui pensez au spectacle, pas nous. Je peux vous poser ma question. C'est tout à fait pour les téléspectateurs. Ma question est la suivante. Non, je terminerai quand je voudrais. Dans le livre, et ça paraît assez curieux pour moi. Vous dites, et vous l'avez répété là, le Nouvel Observateur, on s'est créé avec rien. Rien. On est la dissidence parce qu'on dépend d'aucun parti, etc. Oui. Bon, moi je dis, ça c'est pas vrai. Vous faites même la comparaison avec Libération et Charlie Hebdo, et vous dites, de toute façon, ça s'est produit après. Bon, pour une raison très simple. Vous dites à un moment donné, le Nouvel Observateur était déficitaire jusqu'en 68. Il a été créé en 64. Comme un journal de cette importance peut être déficitaire pendant 4 ans sans aucun soutien financier. Vous savez qu'est-ce que c'est que cette histoire? Écoutez, je suis désolé de vous donner un démenti. Nous avons eu, comme des gens qui viennent sortir maintenant, nous avons eu une souscription. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une souscription? Oui, bien sûr. Il n'y a eu que la souscription. Il n'y a jamais eu d'autre argent dans l'Observateur. Une souscription. Nous n'avons eu, je suis désolé de mettre en cause des gens, nous n'avons eu ni Hachette, ni un financier britannique. Je dis que ce n'est pas le même type de presse. Vous permettez, je témoigne qu'ils n'ont rien eu. Et que vous dites aujourd'hui. Vous permettez, je dis que nous avons eu 3 milliards. C'est très bien, bravo. Et que je n'ai aucune honte. Ce qui me paraît en important, c'est de faire un journal et de les rembourser. Mais vous n'avez pas à admettre, moi je vous dis que vous mentez, c'est tout. En contestant. Que je mens. Je dis moi que c'est pas possible de dire qu'on fait une aventure, qu'on fait un journal qui part de rien, etc. Quand on fait un grand journal commercial avec les moyens d'un journal commercial, ce qui est normal quand vous avez repris France Observateur, quand vous avez créé le Nouvel Observateur à partir de France Observateur, vous avez fait un type de journal qui est exactement du même genre, grosso modo, que l'Express, que le Point, qui sortent tous du même moule. C'est un type de journal avec beaucoup de publicité dedans. Viançon-Pontet a fait le recensement une fois du nombre de pages de publicité dans vos différents journaux. Vous savez tous très bien ce que c'est de ce point de vue-là. C'est un type de journal commercial assez de jouer au pur. Je ne vous reproche pas de faire un journal commercial, mais assez de jouer au pur et de donner en plus des leçons en disant nous sommes des donne des leçons depuis qu'on est là? Qui donne des leçons depuis qu'on est là? Des aventuriers, l'aventure du vrai, etc. Vous faites des grands journaux commerciaux avec les moyens qu'il faut. Bon, c'est simple. Ne comparez pas à des journaux marginaux du type effectivement Charlie Hebdo, Libération. Vous racontez rien du tout. Nous sommes comme Libération
Libération est comme Charlie Hebdo, vous êtes comme Libération. Regardez la pub dans... parti, je de rien du tout. Nous avons accepté la publicité, nous avons discuté de la publicité, c'est inscrit en plus dans mon livre, pour savoir si on voulait ou pas, et ce serait la suppression des grands reportages. Nous avons décidé de la maintenir et de la contrôler, et de ne pas dépasser un certain nombre. Deux choses, les grands reportages et les notes de frais. Les notes de frais, ça compte aussi. Oui, bon, alors là, on s'égare un peu, là. Bon, oui, on s'égare. Jean-Daniel, c'est le nom que vous donnez à vos aventures, si vous voulez, l'aventure du vrai, l'ère des ruptures. Bon, le point là, vous dites rien pour l'instant. Vous savez même pas ce que c'est que l'ère des ruptures. Vous savez pas ce que c'est que l'ère des ruptures. Un type de proclamation idéologique. Bon, je sais pas, qui me paraît effectivement très hypocrite, c'est vrai, parce que je pense que ce sont des journaux à nature profondément commerciale et à enracinement commercial. Alors, si vous tenez hypocrite, moi je voulais vous ménager, si c'est de l'hypocrisie, moi je trouve que ça c'est de l'imposture. Et l'imposture, ça consiste, alors je vais développer. L'imposture, ça consiste à prendre les parures, les vêtements, les oripeaux de la marginalité pour entrer dans le pamphlet le plus conformiste, le plus classique qui soit. Il y a 1000 précédents, depuis des citations de Rivarol en France jusqu'à maintenant, sur ce genre de choses. Vous savez, pour être iconoclaste, ce que vous prétendez être, il faudrait qu'il y ait des icônes. Mais mon pauvre, il n'y en a plus des icônes. La pédérastie, je suis en tour et tour. Vous avez une grand-mère juive, j'en ai 2. Vous avez été sur le terrain, j'étais partout. Qu'est-ce que j'ai à Vous êtes directeur d'un grand journal plein de publicités riches, puissants, alors, et vous êtes près des pouvoirs. Ne nous racontez pas, il n'y a pas de pouvoir. Vous discutiez tout à l'heure, Revel et vous, sur le thème de savoir l'un soutient la droite, l'autre soutient la gauche. La seule différence, c'est que vous êtes tous les deux du côté, effectivement, très proche des pouvoirs. Vous représentez une certaine imposture qui est visible dans la différence de style dès que vous entrez en littérature. Alors, vous mettez le smoking. Et en jean, vous êtes à Libération. Et maintenant, vous faites votre numéro, en effet, pro-Libération. Bon, je vais vous donner la parole sur votre livre. Mais une dernière question. À propos de dissidence, vous êtes apparu, notamment aux yeux de Pierre Mendès France, vous racontez votre livre, comme un dissident de la gauche, parce que, vis-à-vis de Gaulle, vous étiez assez admiratif de ses efforts pour décoloniser. Non. Alors, décoloniser, oui, absolument. Bon, et puis, et aujourd'hui, là, le chapitre, alors je crois que je suis faire le chapitre le plus étonnant de votre livre, à mon avis, c'est sur De Gaulle, parce que là, il y a un hommage à De Gaulle, tout à fait extraordinaire. Alors, moi, je veux dire, là-dessus, je suis très à l'aise. Il y a deux choses qui me paraissent... Il y a une chose sur laquelle je ne me suis pas trompé, et une autre chose sur laquelle je me suis totalement trompé. Je ne me suis pas trompé, mais j'avais peu de mérite, fréquentant les révolutionnaires algériens, et non pas les salonnards marginaux. Ils voulaient traiter avec De Gaulle. Ils me l'avaient dit. J'étais parmi eux, et ils ont reconnu, dès que De Gaulle est arrivé, le personnage qu'ils attendaient, avec lequel ils traiteraient. C'était le choix des révolutionnaires. Comme j'avais des images, des proches, des amis, la famille dans les deux camps, l'histoire de la fin de la guerre, pour moi, était une chose essentielle. Et au départ, si vous voulez, il n'y a pas eu la fascination qui est venue, et qui était peut-être sous-jacente, latente, mais il y a eu la volonté d'aider à la fin de la guerre d'Algérie. Et par instruit de cette volonté du FLN, voulant le croire aussi probablement, par besoin que la paix arrive, j'ai en effet parié sur le fait que De Gaulle ferait la paix en Algérie. Et là, j'étais dans une solitude totale, puisqu'autour de moi, personne n'y croyait. Dans ma famille spirituelle, dans les courants idéologiques dans lesquels j'étais. De ce point de vue-là, alors j'ai eu raison. Où j'ai eu tort, c'est que par orthodoxie idéologique, par imprégnation environnante, par logique de gauche, j'ai jamais pensé que De Gaulle partirait comme il est parti. Si vous voulez, pour moi, les deux départs de Gaulle doivent conduire, pas seulement la gauche, les Français, à une révision sur notre puissance de prophétie, notre intuition de l'éventuel, puisque nous avions même exclu ça, et à notre analyse politique. Vous savez, il n'y a pas que les marxistes qui se veulent prophètes de l'histoire. Il y avait des analyses extrêmement rigoureuses. Puisque De Gaulle était arrivé comme ça au pouvoir, il devait en sortir de la même manière. Les précédents historiques. C'est curieux à quel point les gens qui ne croient pas à la marche de l'histoire se servent quelquefois des précédents de l'histoire. Et là, le départ de Gaulle se faisant comme une sorte de caprice démocratique,
de souveraineté de consensus, de décision de solitude. Je crois beaucoup à la version Malraux. Je crois qu'entre ces deux hommes, il s'est passé quelque chose qui est au-delà des interprétations réalistes. Je crois au suicide de De Gaulle, volontaire, avec le référendaire, même si c'est controuvé par un certain nombre de témoignages, celui de Couve de Murville. Moi, j'ai quelques raisons. Vous n'y croyez pas. En tout cas, là, le départ de De Gaulle, c'est-à-dire la volonté de ne pas se maintenir avec tous les conseils qui lui étaient donnés, de ne pas lever de légion indirecte, de ne pas susciter des troubles, doit mener ceux qui sont amateurs d'une recherche, d'une vérité politique. Alors, à côté de ça, il y avait bien sûr que quand un personnage passe dans l'histoire comme De Gaulle, c'est comme une série de personnages, quoi. Faut pas les rater. Alors, je l'ai regardé décoloniser. Et puis, il y a une chose qui m'a frappé, et j'en ai terminé avec ça, je m'excuse. Chaque fois que moi j'étais, par discipline, réticent à la garde de Gaulle, qui m'y ramenait? Ce sont les jeunes du tiers-monde. Il faut savoir ce que ça a été. Je passais mon temps en voyage. J'étais pratiquement pas en France pendant toutes ces années-là. Mais du Mexique à Cuba, de Bamako, enfin un peu partout, je veux dire au Congo, en Afrique du Nord bien entendu, la jeunesse du tiers-monde, les plus jeunes, les plus militants, les plus radicaux, les plus violents, étaient d'un gaullisme déconcertant. Alors chaque fois que je revenais en France, il y avait une sorte de divorce, je subissais une sorte de traumatisme quasi névrotique. C'est un conflit de vérité. Tous les jeunes révolutionnaires du tiers-monde étaient gaullistes. Et plus ils étaient jeunes, plus ils étaient révolutionnaires, et plus ils étaient gaullistes. Bien sûr, il y a l'explication par l'anti-américanisme, mais il y avait, cet homme a existé par la jeunesse, par la révolution. Bon, Jean-François Revel, vous qui étiez aussi dans le camp des anti-gaullistes, est-ce que vous avez, votre opinion a varié depuis Est-ce que vous considérez aussi que vous avez commis des erreurs? Non, elle a varié. Oui, j'ai commis une erreur. Je crois que j'ai sous-estimé l'importance de la création des institutions de la Ve République. Donc il est certain que là, au départ, j'avais la version, disons, qui était répandue à gauche, c'est-à-dire la version du coup d'État, enfin même homologuée ensuite par des élections. Mais étant donné que cette démocratie fonctionnait d'une façon un peu curieuse, puisque bien sûr il y avait des élections, mais d'autre part les grands moyens d'information audiovisuels étaient monopolisés par le pouvoir, par l'État, et d'une manière, parce qu'on a la mémoire courte, sans comparaison possible, beaucoup plus draconienne que ce n'est le cas maintenant. Il n'y a pas de comparaison. La télévision française avant 65, par exemple, et après 68, c'est tout à fait différent. Et bon, que pour que des élections soient probantes, il faut évidemment que l'information soit totalement libre, ou tout au moins diverse. Donc on pouvait interpréter la première moitié de l'histoire de la Ve République comme une forme de césarisme, le césarisme n'excluant pas les élections, puisqu'au contraire, il s'appuie sur le consentement populaire, n'est-ce pas? Ensuite, il est certain que les institutions ont survécu à l'homme, et que dans cette partie de l'Europe où parfois on se demande si les classes politiques n'ont pas une sorte de vocation suicidaire, il n'est pas impossible que la France se trouve actuellement soit dans la situation de l'Italie, soit dans celle de la Grande-Bretagne, s'il n'y avait pas par exemple l'institution présidentielle, c'est incontestable, n'est-ce pas? D'un autre côté, il y a bien des choses que j'ai opposées à De Gaulle, en particulier dans ce livre qui s'appelait En France ou la fin de l'opposition, qui est de 65, qui était un pamphlet anti-gaulliste et anti-français, que je maintiens. Je crois qu'il y a eu en même temps un certain archaïsme, une archaïsation française qui se manifeste maintenant, par exemple, par le chauvinisme et la xénophobie, qui ont un certain impact politique négatif, à mon sens, dans la question européenne. Oui. Tout ça doit vous faire plaisir, Georges Suffert, qui était... Moi, je me suis trompé aussi sur un point, comme tout le monde. Je me suis trompé sur De Gaulle au moment où il est arrivé au pouvoir, sur l'Algérie. Je croyais qu'il était un éguibe, c'est-à-dire qu'il risquerait d'être emporté. Je me suis trompé pendant 1 an jusqu'aux barricades. À partir des barricades, j'ai pensé qu'il ferait l'indépendance, mais il y a là... D'ailleurs, l'article que vous publiez de moi est là-dessus. C'est ça, oui. Mais je ne me suis pas trompé sur les institutions. Alors, par contre, dès le début, j'ai pensé qu'il installait des institutions qui lui survivraient. Et à l'époque, j'étais très minoritaire. Mendès, avec qui je travaillais... Les institutions n'ont pas encore été soumises à l'épreuve suprême des majorités différentes au Parlement. Mais elles ont provoqué un certain nombre de mouvements et de votes dans lesquels les Français se sont exprimés. Oui, c'est tout à fait vrai. Ils ont toujours su qu'ils jusqu'à présent, nous n'avons jamais eu une Assemblée nationale
avec une majorité différente de celle qui a élu le président. Et tant qu'on n'aura pas passé cette épreuve, on ne saura pas si les institutions de la 5e sont capables de tenir le coup ou C'est pas. vrai, mais c'est aussi un discours vers l'opposition, lui disant, dans la forme où tu te présentes, je ne veux pas de toi. C'est vrai. Venons-en au livre de Guy Hockenghem. Alors, la beauté du métis. Vous dites votre haine de la France, Guy Hockenghem, que la France, vous mettez un petit F. Vous dites votre supplice d'être né français, d'être français, et en même temps vous chantez la beauté du métis, c'est le titre du livre. Alors est-ce que c'est une thèse très insolente pour faire effectivement un livre provocateur, ou bien est-ce que très profondément vous ressentez cette haine contre la France? Écoutez, c'était une thèse. Vous êtes curieux, vous êtes en train de me demander si je mens ou si je dis la vérité. Ben, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que je mens? Bon, Non. alors très bien, je mens, j'ai Non. fait ce livre uniquement, Non. comme dit Jean-Daniel, Non, pour être écoutez, dans un salon il se où peut, je suis pour non, l'instant. alors je précise ma question. Simplement, il arrive que les pamphlétaires, on se laisse parfois Je suis sceptique. emporter par Oui, je suis un une peu violence, sceptique, non, mais- par une en fait. violence. Il et que parle pour parfois- les téléspectateurs. je veux dire par là que, est-ce que, non, vous dites des choses qui sont très dures contre la France. Bon, est-ce Non, que je pense qu'on est en train d'en avoir un bon exemple, hein, du débat de ce soir. En principe, bon, ça s'appelle les intellectuels journalistes, par exemple. Hein. Je reviens un peu là-dessus. Ça me paraît très typique, très français, hein, cette appellation intellectuel journaliste pour désigner tout simplement les gens qui ont le pouvoir dans les 3 plus grands hebdomadaires d'opinion français, qui sont les 3 personnes qui sont là. Oui, mais vous êtes un intellectuel aussi, vous. Oui, sauf Et que vous j'ai êtes pas de journaliste. pouvoir, Oui, mais je enfin- suis pas dans un grand hebdomadaire, etc. C'est très important ces différences, c'est ça les vraies différences. Les vraies différences, c'est pas de savoir si on était pour ou contre De Gaulle. Mais vous C'est avez de le savoir. pouvoir de parler à la télévision. Oui, oh, C'est ça, d'accord, le je pouvoir. parle. Mais dites, vous Ah, parlez si. toutes les semaines dans votre hebdo, arrêtez pour une fois qu'il y a quelqu'un qui parle un peu vous parlez tous les différemment. jours. Bon, oui, d'accord. Il y a une différence de niveau dans les moyens tout de même. Ce qui me paraît typique, c'est le, Libération et c'est le c'est marrant, type ouais. de discussion Vous pouvez vous tromper, qui est, s'il vous plaît. ouais, bien entendu, c'est le type de discussion qui a lieu ici depuis un moment, c'est-à-dire tout le monde ici s'exprime comme si c'était des décideurs, et ce sont des décideurs, les vrais intellectuels. Effectivement, c'est vous 3 dans la mesure où c'est vous qui décidez en fait ce que doit être, disons, la tendance intellectuelle du moment. C'est très révélateur dans votre livre, Jean-Daniel. Tout ce que vous dites effectivement sur Solienitsyn, tout ce que vous dites sur la façon dont a commencé ici la dénonciation du goulag, sur ce que vous dites, bon, sur toute une série de choses de ce genre, où vous avez, vous le dites clairement, vous êtes pratiquement l'inventeur. C'est comme ça que ça se passe. Les inventeurs ici, c'est pas du tout les gens qui L'inventeur. créent, oui, l'inventeur, au sens, Moi, je suis l'inventeur. le De promoteur, quoi que ce c'est soit. l'inventeur. Je ne suis jamais prétendu inventeur de quoi que ce soit. Les gens C'est-à-dire- importants, les vrais Écoutez. intellectuels en France, ce ne sont pas les gens qui écrivent des livres, ce ne sont pas les gens qui soutiennent des thèses, ce ne sont même pas les gens qui découvrent des réalités, ce sont les gens qui Au moins, tiennent contestez-moi sur des vraies suffisamment choses. près. Ce sont les gens qui Pourquoi vous tiennent avez besoin d'inventer suffisamment des phrases près. pour me contester? J'invente pas des Mais phrases. oui, parce que j'ai jamais prétendu être inventeur de Vous Solzhenitsyn, expliquez moi, je veux dans dire. votre livre- Cette prétention stupide, je l'ai jamais vue. Mais si vous l'avez. C'est d'une Mais outrecuidance. c'est pas du tout une c'est ce prétention qu'on peut- stupide parce que c'est vrai. Mais non, c'est Vous pas vrai. l'avez ce pouvoir-là. C'est pas la peine de le nier. Comment C'est un j'ai- pouvoir j'ai le réel. pouvoir d'inventer contre Solzhenitsyn, ici. mais Le il a- pouvoir ici en France. Et la journée d'Ivan Denisovitch est de 1962. Exact. On en a parlé. Exact. C'est Ici ce que en vous dites. France, les gens qui décident à un moment donné s'il Mais est on n'a pas possible décidé de que la parler journée- de telle ou telle Mais non, chose, pas du c'est tout. effectivement ces 3 hebdomadaires Mais de on l'opinion. dirait je comprends. votre Ce sont expérience les- profonde. ce sont les gens- Bernard de la Pivot façon a dont fait ça se son passe, émission vous en croyez. spectacle et il non. en est le meilleur acteur. Si Enfin, vous moi, je croyez vous qu'on a comprends. le je veux dire. pouvoir de faire parler de quelque chose et d'imposer quelque chose à l'opinion, ça prouve que vous l'ignorez totalement. cette non. opinion. Mais c'est toujours la même chose. Mais Les non. gens qui ont Mais le faut pouvoir peut-être disent lui toujours qu'ils laisser- n'ont pas. Peut-être lui laisser Oui. croire à tout le monde. alors. Oui, c'est vrai, oui. C'est flatteur. Je vous ai Flatteur. invité aussi simplement, c'est parce que vous étiez représentatif d'un autre journal, d'un autre courant d'opinion et d'une nouvelle génération. Alors, je veux dire, vous avez la parole là, c'est normal. Ne dites, Oui. vous pouvez vous exprimer. Ben, je Bon, m'exprime. bon, alors simplement, non mais je veux dire, il y a vous aussi, vous avez un quart de ce pouvoir là, qui est la télévision actuellement. Alors simplement, je voudrais que vous reveniez à votre livre, vous expliquiez votre haine de la France, parce que vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Vous perdez votre temps à parler de nous. Ouais. Enfin, Parlez un peu de votre livre. parlez de votre livre. Sauf qu'il y a une chose. Non, laissez-le parler, là. sauf qu'il y a une chose, il faut qu'il soit solitaire. Parce qu'il faut qu'il ignore nos divisions entre nous, mais pour se poser dans une originalité particulière, comme image de marque, la solitude est une chose importante. J'aurais beau lui dire que je suis d'accord avec telle ou telle chose, d'ailleurs je vais vous compromettre de cette manière tout à l'heure, eh bien, mais non, mais On la n'aurait pas le solitude temps. est une chose importante. Alors, revenons à votre livre. Pourquoi cette haine de la France? Parce que je pense qu'il y a effectivement, parce que je pense que ce qu'on peut appeler un destin national français, qui est une chose particulière, qui n'appartient qu'à ce pays-ci, qui est depuis très longtemps, depuis des siècles, depuis, bon, on peut discuter le nombre de siècles, mais disons depuis entre 3 et 5 siècles,
un pays dans lequel la frontière culturelle, le territoire, la langue et l'État sont unifiés d'une manière totale, se correspondent, sont en concordance totale, comme ça n'existe nulle part ailleurs. Je pense que c'est très particulier. Je pense que ça explique en grande partie la xénophobie fondamentale française. Je prends un exemple. On dit souvent que les États-Unis c'est un pays raciste, par exemple. On pense souvent que la France n'est pas un pays raciste. Il y a un phénomène très curieux, c'est que par exemple, les Noirs américains jouent un rôle très important dans la culture contemporaine américaine, aussi bien musicalement que littérairement que dans tous les domaines culturels. Il y a ici en France 1 million ou peut-être plus de travailleurs immigrés maghrébins. Il y a une longue relation de la France avec les pays arabes. Il n'y a strictement aucune mixité, aucun mélange, aucune apparition culturelle de ce que j'appellerais l'arabité ou de la présence arabe en France, à l'intérieur de la culture française. Il n'y a pas de métissage en France. Il y a une espèce de solitude, alors là au sens propre, de fermeture de l'espace national français. Y a-t-il un métissage aux États-Unis? Oui, il y a un métissage culturel. Métissage? Enfin, les États-Unis sont un melting pot, c'est pas une nouveauté. C'est une mosaïque de communautés juxtaposées. Ben, le melting pot, il y a longtemps. Ce qui est très particulier dans le destin, ce qui est très particulier en France, ce qui est très particulier en France. New York, c'était un melting pot? Non, vous connaissez des mariages mixtes? Ah oui. Vous connaissez des interprétations? De plus en plus. Jamais de la vie, je veux dire. Bon, dans certaines sociétés artistiques, je veux dire, extrêmement particulières. Mais je suis complètement d'accord là-dessus, avec Hugo Canem sur la France. Vous êtes d'accord, alors bon. Mais moi, je suis d'autant plus d'accord que j'ai écrit un livre pour raconter ça, qui était publié en 1970, qui s'appelle Ni Marx ni Jésus. Tout ça, j'ai expliqué en long et en large. Je pense que c'est là. D'accord. Vraiment très gentil. Chacun a toujours écrit un livre. Mais non, mais écoutez, tout ça avant. Mais c'est très bien, d'accord. Si vous avez lu votre propre livre, c'est pas de ma faute. Alors, voilà, Il y en a eu d'autres autre avant. raison de haïr la France. Ça, c'est la première raison. La seconde raison, c'est que je pense que l'univers culturel français est un univers particulier. Cet univers est essentiellement dominé. Bon, il y a une phrase de Joseph de Maistre que je cite et qui me paraît très révélatrice. Il dit la France n'exerce pas la domination par les armes, elle exerce la domination par l'opinion. Et j'y reviens, effectivement, parce que les gens qui sont ici sont les gens qui font l'opinion. L'opinion, c'est précisément le commentaire, c'est le second temps. Il y a le temps de l'action, il y a le temps de l'opinion. Je pense qu'il y a une particularité française qui est que ce qu'on vit en France, c'est essentiellement le commentaire des actions d'autrui. C'est très curieux en France, le rôle des intellectuels, de gauche en particulier, qui est perpétuellement de commenter ce qui se passe ailleurs, qu'il s'agisse du goulag, qu'il s'agisse des luttes comme au Liban ou au Cambodge, etc. Et ce sont prises de position sur prises de position, et ce sont commentaires sur commentaires et opinion sur opinion. Ce sont des donneurs de leçons permanents. Et ça me paraît une caractéristique culturelle française, cette espèce de situation... Mais vous donnez une sacrée leçon, là, dans votre livre. Hein. Non, moi, une leçon à qui? J'essaie d'expliquer aux Français ce qui n'est pas évident, parce qu'il n'est pas facile de situer en extériorité en écrivant en français, c'est évident. J'essaye de relativiser, c'est-à-dire d'expliquer comment, en fait, on ne se rend pas compte à quel point on vit dans un monde fermé en France, à quel point le monde intellectuel français est fermé, à quel point il est étroit. Et ça, c'est difficile à expliquer, effectivement. Ça pose un problème, je pense que, bon, j'en fais état dans le livre. Quand vous dites qu'il y a une contradiction dans ce livre, c'est évident qu'il y en a une, je le nie pas. Il y a une contradiction à essayer d'expliquer ça, expliquer qu'on vit dans une cellule, et à l'expliquer sur les murs de cette cellule, c'est pas évident. Je reconnais que c'est une chose difficile et paradoxale par moment, mais je pense que c'est important que les gens le réalisent, et en particulier bon, les Français, les jeunes Français, dans la mesure où c'est particulièrement difficile pour un Français d'aller à l'étranger, que toute notre culture nous interdit aussi bien, nous empêche ou nous paralyse dans l'émigration ou dans le métissage. Elle nous enseigne avant tout la méfiance de l'étranger, la xénophobie. L'histoire politique française s'établit d'abord sur la haine de l'étranger. Elle se construit sur la haine de l'étranger. Ah, vous croyez que je retarde? Excusez-moi. Très franchement, j'en suis faire. Ce qui me fascine chez la génération des 20-25 ans, c'est l'extraordinaire rapidité qu'ils ont et facilité qu'ils ont à franchir les frontières, leur aisance partout, le fait qu'ils sont à la fois français et à la fois à l'aise en Allemagne, en Angleterre, en Amérique, et qu'ils trouvent immédiatement des répondants et qu'ils trouvent leur langage, et un langage commun d'ailleurs, presque international, qui a une espèce de vitalité française, qui n'est plus l'hexagone fermé, et qui pour la première fois se passe, et au moment où vous écrivez un livre qui était vrai il y a 25 ans. Mais il n'y a pas du tout de vitalité française, il y a une vitalité effectivement générale. Il y a une vitalité générale des échanges culturels jeunes aujourd'hui, ça c'est vrai. Une partie non. Pour parler de manière plus sereine,
de ce livre, qui est très bien écrit, encore une fois dans la langue la plus heureuse et la plus classique et la plus bourgeoise qui soit, mais très bien écrit, et vraiment très très bien écrit, eh bien, moi je suis d'accord quand même. Bourgeois d'être trop parce qu'il n'y a qu'une langue. C'est vrai. Il n'y a qu'un seul français, c'est un des problèmes. Non, puisque vous en employez un autre dans l'IB, et était très heureux Non, aussi. c'est le Si vous même. permettez, alors, pour parler du fond du problème et pas de vous, et pour parler de votre livre avec sérénité, je trouve que c'est exprimé. Il y a toute une partie, moi, où je me suis senti représenté, et même où je me suis senti exprimé. C'était pas nouveau. Mais se sentir exprimé une nouvelle fois, c'est bien. Et quand c'est dans cette langue, c'est tout à fait un plaisir. Pourquoi? Le métissage, l'éloge de la bâtardise, ça a été une partie de ma vie. Regretter que les juifs berbères n'évacuent sous la poussée de certaines influences les montagnes de l'Atlas en enlevant une racine, regretter que les Coptes et les Maltais partent du Caire ou de Tunis, regretter que toutes ces mixités dans le monde ne se fassent pas, j'ai toujours pensé ça. En plus, une certaine influence gidienne qui, peut-être du fait... il se trouve en effet que certaines conduites que je dirais gidiennes, approchent, donnent une sorte de nostalgie de cette mixité. Enfin, le caractère chauvin et xénophobe d'une grande partie de la France est évident. On ne peut pas contester ça. Il suffit d'aller dans le métro, C'est c'est très évident. simple. Il suffit Alors, d'assister à un contrôle d'identité dans le métro. C'est évident. Qui est contrôlé? Les étrangers? Pas seulement, Ou nous, je veux dire, même en tant que possiblement étrangers. Et pourtant, Moi, et là où il a encore raison, c'est pour ça que je voulais l'y conduire, c'est que, contrairement aux États-Unis, le seuil d'intolérance n'est pas du tout atteint en France. À la rigueur, nous qui sommes si sévères avec les racistes américains, nous pourrions faire des analyses sur ce qu'on appelle en biologie le seuil d'intolérance ou l'espace particulier. Mais c'est vrai qu'en France, il y a des réactions de rejet qui sont très particulières. Alors, qu'est-ce qui m'a gêné, pour ne pas finir sur une approbation sans réticence de cette manière, après les petites agressions marginales, eh bien, qu'est-ce qui m'a gêné? C'est que c'est vrai que vous glissez, il vous fallait une icône dure. Les autres, c'était des icônes molles qui avaient déjà été détruites. L'icône dure, c'est la littérature. Et vous vous êtes adressé à vous avez fait le couplet fameux de l'opposition entre la tradition classique, camisolée par Malherbe, Boileau, et puis celle à laquelle on peut vous opposer Rabelais, Sade, Céline, Lautréamont, etc. Ça, c'est vrai. La seule chose où vous oubliez, c'est que la littérature française est probablement notre porte quand même sur l'extérieur. Pour vous parler sur votre terrain, et qui est le plus intéressant, Dostoïevski, je veux dire, il s'est emparé de Balzac. Est-ce que vous savez est-ce que vous vous rappelez, vous le savez bien sûr, mais Stendhal n'était pas connu quand Nietzsche en a fait une sorte de folie personnelle. Non, ce que je pense... Et Diderot, qui l'a pris, sinon Goethe et Schiller. Je veux dire, la littérature française a été pendant des siècles une ouverture. Alors là-dessus, c'est un glissement où je crois que vous avez fait une erreur. Vous reconnaîtrez avec moi une chose, c'est qu'on peut tout de même, pour simplifier extrêmement, dire qu'il existe une spécificité française. Que cette spécificité-là, peut-être qu'on peut dire que, par exemple, la Chine a vécu une chose de ce genre-là pendant longtemps, en se considérant comme le centre du monde. Bien sûr. Mais, bon, la Chine, c'est très vaste, ça peut s'expliquer par d'autres choses. Mais ce qui est particulier à la France, c'est tout de même que tous les conflits mondiaux, que toutes les attitudes politiques mondiales sont totalement hexagonalisées. Et c'est très contemporain, ce que je veux dire. C'est-à-dire que nous soyons aujourd'hui coincés entre, par exemple... C'est pas nouveau. Non, mais je ne cherche pas à faire du nouveau, c'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est de mettre en avant quelque chose qui n'est pas connu en France, parce que la France se tait sur sa propre fermeture, et elle le dit très rarement, elle le dit très marginalement. Et je dis que nous parlons... Je dis que nous dénoncez la fermeture de la France, depuis Montaigne. Je reviens... Bernard Pivot, puisque vous me dites que c'est la fin... Et j'en reviens à Libération, attendez, une chose que je voudrais vous dire... Mon livre sur lequel vous m'avez invité, sur lequel vous avez invité, ça vaut peut-être mieux. Sur le, oui, c'est qu'il y avait mon ambition secrète d'un livre qui compte un peu pour moi, chaque chose, pourquoi pas. C'était d'une réflexion sous-jacente sur la violence. Et je regrette qu'ici, il n'était de violence que verbale. Il y a une violence un peu verbale. Ouais. Bon, mais frivole. Est-ce que l'un des personnages, Georges Suffert, dit ceci à Derrida, il n'y a qu'une chasse royale et c'est celle de la vérité. Est-ce que vous faites vôtre cette phrase? Oui, sauf que j'aime pas employer les mots comme vérité. Ouais.
Non plus. Ben, pourtant, c'est le vrai. Oui, mais comme je l'explique dans la préface, je pense que le vrai, c'est une limite, n'est-ce pas, c'est une ambition, qu'en fait, dans le domaine de l'information, le seul garde-fou, c'est la diversité, n'est-ce pas? Il faut préserver la diversité, la vérité. Eh bien, aujourd'hui, il y a eu quand même la diversité ici. Oui. Bon, Une diversité. quelques ouvrages pour terminer. Le 4e volume des Frustrés de Claire Bretéché, collaboratrice du Nouvel Observateur, vient de paraître. Un numéro spécial de La Nef ou Val à gauche avec Jean Daniel, avec aussi votre ami commun Revel et Daniel, c'est-à-dire René Andrieux, Oppenheimer, Bertrand Poirot-Delpech et d'autres. Réédition livre de poche de Pourquoi des philosophes suivis de la cabale des dévots de Jean-François Revel. Je signale que Le mal français d'Alain Perfit vient de paraître dans le livre de poche. Et puis pour terminer, Les sciences humaines d'aujourd'hui aux éditions Retz, sont des entretiens avec des intellectuels de Jacques Mousseau, avec des gens aussi différents que Raymond Aron, Jacques Attali, Ballandier, Claude Lévi-Strauss, etc. Bonsoir à tous, à vendredi prochain.